Et si, pour la première fois, la ligne de front passait juste devant chez vous? Imaginez, ce n'est plus une abstraction, ni une menace lointaine. Les affrontements ne se limitent plus à quelques villages oubliés et isolés dans la campagne. Aujourd'hui, ce sont des localités stratégiques, parfois peuplées de dizaines de milliers d'habitants, qui tombent l'une après l'autre, et la guerre grignote méthodiquement les abords des grandes villes. La trajectoire du conflit semble inéluctable, mettant en péril la vie de millions de civils, de familles, d'enfants, d'aînés. Prenons un instant pour se représenter la scène. Une famille ordinaire, au bord de la ville, se réveille un matin, découvre que la route principale est désormais barrée par des obstacles, que des chars stationnent à moins de 100 mètres de leur maison. Des bruits sourds résonnent au loin, la rumeur d'un combat qui, hier encore, paraissait impossible ici. Ce n'est plus la routine, c'est la survie, l'adaptation, la peur. Ce ne sont plus seulement les soldats qui s'épuisent sur la ligne de front. Toute la société ploie sous la pression. La pénurie de matériel, le manque de carburant, l'absence de bras pour travailler dans les usines, dans les champs, dans les hôpitaux. Les files d'attente s'étirent devant les magasins, les stations-service, les pharmacies. L'économie ralentit, chaque usine, chaque atelier, chaque foyer devient une cible potentielle. La frontière entre vie civile et conflit s'efface progressivement. Les coupures d'électricité plongent des quartiers entiers dans le noir, laissant des milliers de familles sans chauffage, sans lumière, sans moyens de communication. Les pénuries deviennent la norme. On manque de pain, de médicaments, d'eau potable. La peur s'invite dans chaque maison, chaque appartement. Ce n'est plus un tracé net sur une carte. La crise déborde, franchit les murs, bouleverse le quotidien. Refuser de voir cette mutation, c'est risquer d'être frappé de plein fouet par des retombées imprévisibles. Votre routine, votre sécurité, même votre confort, dépendent désormais d'un réseau logistique et énergétique au bord de la rupture. Ce qui, hier, semblait acquis, l'électricité, l'eau, l'accès aux soins, devient aujourd'hui une précieuse exception. Mais comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Comment la guerre, autrefois confinée à des frontières lointaines, a-t-elle franchi tous les obstacles pour s'immiscer au cœur de la vie de chacun? Pour comprendre cette évolution inquiétante, il faut remonter à la dynamique du conflit et aux premiers signes d'essoufflement. Car derrière chaque coupure de courant, chaque silence de machine, une bataille invisible se joue. Dans l'ombre des échanges de tirs, un autre champ de bataille s'étend, celui de l'énergie, du transport, de l'approvisionnement. Là où le silence règne, c'est l'avenir d'un pays entier qui se joue sans bruit. La guerre en Ukraine ne se limite plus aux affrontements directs entre soldats. Les pertes humaines et matérielles atteignent des sommets inédits. Ces dernières semaines, selon plusieurs sources, des milliers de vies ont été fauchées, des centaines de véhicules militaires réduits à néant et des infrastructures cruciales anéanties. Derrière ces chiffres, une nouvelle réalité stratégique se profile. La logistique est devenue la cible principale des opérations. Les frappes russes se concentrent sur les dépôts de carburant, les centres de formation, les réseaux électriques, les bases arrières. À chaque camion détruit, chaque voie ferrée sectionnée, chaque centrale endommagée, c'est non seulement l'effort de guerre qui ralentit, mais aussi la vie ordinaire qui chancelle. La méthode russe se veut implacable. Des attaques répétées, méthodiques, cherchant à user la résistance de Kiev. L'objectif n'est plus seulement de gagner du terrain, mais d'asphyxier l'ennemi en brisant son ravitaillement, ses réserves d'énergie, sa capacité à se réorganiser. Partout, les lignes de transport sont visées. Des ponts sont dynamités, des gares touchées. La circulation des troupes et du matériel est entravée. Chaque interruption fait vaciller la logistique, érode l'arrière, fragilise l'ensemble du système. Perdre la bataille logistique, c'est risquer bien plus qu'une simple défaite militaire. Sans carburant, sans munitions, sans électricité, ni l'armée ni la population ne peuvent tenir. Tout repose sur ce qui circule dans l'ombre. Camions, trains, câbles, infrastructures habituellement invisibles. La victoire ne dépend plus du terrain gagné, mais de la capacité à nourrir, équiper, soigner, réchauffer une société entière,
sous pression constante. Pour illustrer ce point, souvenons-nous de la bataille de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, la logistique fut décisive. L'armée allemande, coupée de ses ravitaillements par l'hiver et l'encerclement soviétique, s'est effondrée non sur le champ de bataille, mais dans le froid, la faim, le manque de munitions. Aujourd'hui, les mêmes dynamiques s'observent au cœur de l'Europe, dans un contexte technologique et économique sans précédent, mais où la logistique reste la clé de voûte de toute résistance. Derrière ces calculs d'état-major, c'est la vie de millions de civils qui vacillent. Quand la lumière s'éteint, quand les trains s'arrêtent, quand les entrepôts brûlent, chaque choc fragilise un peu plus l'équilibre social et économique. Mais cette guerre des ressources ne se joue pas qu'à Kiev. Elle secoue jusqu'aux alliés occidentaux, confrontés à leurs propres limites et dilemmes. L'incertitude s'installe, rendant chaque soutien vital, chaque rupture potentiellement fatale. Prenons l'exemple de la Pologne, qui a vu affluer des millions de réfugiés ukrainiens en quelques semaines. Les réseaux de solidarité se sont tendus à l'extrême. Les écoles, les hôpitaux, les logements ont été saturés. Les stocks de produits de première nécessité se sont épuisés à une vitesse inédite, forçant la société à s'organiser dans l'urgence. Quand la guerre coupe la lumière, arrête les trains et vide les stations-service, qui peut encore croire qu'elles restent lointaines? La frontière entre le front et la vie quotidienne se dissout. Des millions de civils plongent dans la crise, chaque jour un peu plus. Partout, les coupures de courant massives plongent villes et villages dans l'obscurité. À Kryvyi, par exemple, des quartiers entiers vivent des blackouts totaux. Plus de lumière, plus d'eau, plus de chauffage. Les files d'attente s'allongent devant les stations-service encore actives. Les transports publics sont à l'arrêt, les rails désertés, les bus immobilisés. Les communications tombent, et chacun se demande « Combien de temps cela va-t-il durer ?» Dans les hôpitaux, la situation devient critique. Les générateurs tournent sans relâche, mais le carburant s'épuise. Les médecins soignent à la lumière des lampes de poche, les urgences débordent, et les vies dépendent d'un réseau électrique fragile comme jamais. Les attaques ne frappent plus seulement les grandes infrastructures. Écoles, usines, centres de formation sont visés aussi. Là où les enfants devraient apprendre, on se terre dans des abris de fortune, parfois inexistants. Là où l'on produisait, il ne reste que silence et gravats. Chaque frappe rappelle que personne n'est vraiment à l'abri, même loin du front. L'économie s'arrête. Les usines ferment, privées de courant ou de matières premières. Les techniciens ne peuvent plus réparer ni entretenir les machines. Les ateliers de maintenance, entrepôts de drones, chaînes de fabrication de munitions, tout est paralysé. La guerre moderne, c'est priver l'ennemi non seulement de ses armes, mais aussi de ses outils et ressources vitales. Face à ces réalités, les civils sont en première ligne. Leur quotidien est bouleversé. La peur et l'incertitude deviennent la norme. Logistique et énergie sont désormais des enjeux de survie. La vie de chacun bascule, s'adapter ou tout perdre. La frontière entre l'arrière et le front s'estompe. La guerre est partout et nul n'est épargné. Ne pas s'adapter à cette nouvelle réalité, c'est mettre en péril la survie même des communautés locales. L'impossibilité de maintenir les services essentiels, le manque de protection lors des frappes, l'épuisement des ressources, tout cela menace la cohésion et la résilience de la société ukrainienne. Mais alors que le quotidien vacille, une autre crise se profile. L'épuisement progressif des ressources militaires et la dépendance croissante à l'aide étrangère. Jusqu'où cette société éprouvée pourra-t-elle tenir sans soutien extérieur? Pour mieux comprendre, regardons un autre exemple historique. Lors du siège de Sarajevo dans les années 90, la population a survécu en réorganisant entièrement ses circuits d'approvisionnement. Les habitants creusaient des puits, installaient des générateurs artisanaux, créaient des réseaux d'entraide pour partager l'eau, la nourriture, les médicaments. C'est cette capacité d'adaptation qui a permis à la ville de tenir pendant plus de 1000 jours. Et si la prochaine décision vitale ne se jouait plus dans le fracas des canons, mais dans l'ombre silencieuse des négociations? En Ukraine, le dilemme n'est plus seulement militaire, il touche la survie même de l'armée et du tissu social. L'état-major admet désormais l'épuisement des réserves. Il n'y a plus de stock secret, plus de renforts inespérés à attendre.
Jour après jour, les pertes humaines et matérielles rongent la capacité de résistance, tandis que la lassitude gagne les soldats comme les civils. Les sirènes rythment la vie, les pénuries s'installent, et chaque foyer ressent la morsure de la crise. En parallèle, le soutien occidental, autrefois perçu comme inébranlable, se fait hésitant. Les aides arrivent au compte-gouttes, parfois trop tard pour changer le cours des combats. Désormais, chaque livraison manquée accroît la vulnérabilité non seulement sur le front, mais aussi dans les villes où chauffage et électricité deviennent des privilèges éphémères. Les usines tournent au ralenti, les transports vacillent, les files d'attente s'étirent. Même loin du front, la guerre s'infiltre dans le quotidien. Dans ce climat d'incertitude, les rumeurs de négociations refont surface. L'idée d'un gel du conflit, hier encore tabou, s'invite dans les débats diplomatiques. Des voix évoquent un sommet international à Budapest, où l'avenir de l'Ukraine se jouerait à huis clos. Ici, une poignée de main ou un mot ambigu pourrait inverser le destin du pays en quelques heures. La diplomatie devient un champ de bataille où chaque geste compte. Pour la première fois, le sort de la nation pourrait se décider loin des tranchées, sous la pression discrète de la logistique et des équilibres politiques. Les dirigeants ukrainiens font face à une alternative cruelle, résister coûte que coûte au risque de tout perdre, ou accepter des compromis douloureux pour sauver l'essentiel. La moindre erreur, le moindre retard, pourrait entraîner la perte de régions entières ou provoquer une crise politique dévastatrice. Dans ce contexte tendu, la société ukrainienne vacille. La résilience collective reste remarquable, mais chaque nouvelle coupure, chaque rationnement, érode la confiance et alimente l'angoisse. L'espoir d'un répit ou d'un signal d'apaisement se fait de plus en plus fragile, alors que l'avenir de millions de vies pourrait se jouer loin des regards, dans une salle de négociation. La question demeure, comment anticiper la prochaine rupture pour ne pas être pris au dépourvu? Un effondrement logistique ne survient jamais d'un coup. Il s'annonce, se prépare, mais il frappe souvent trop tard. Peut-être est-ce dans la lecture attentive de ces signes invisibles que se trouve la clé du prochain chapitre. Mais dans l'ombre des tractations, d'autres dangers rôdent. Un simple faux pas pourrait précipiter l'Ukraine vers l'inconnu. Peut-on vraiment se préparer à une guerre qui s'immisce dans le moindre détail du quotidien? Si le front militaire paraît lointain, la guerre hybride, elle, rôde silencieusement dans chaque foyer, chaque quartier, chaque entreprise. Préserver sa routine devient un enjeu vital, un combat aussi stratégique que personnel. Première clé, diversifier ses ressources sans attendre la panne. Il ne faut plus dépendre d'une unique source d'énergie ou d'un seul circuit d'approvisionnement. S'équiper de générateurs, constituer des réserves de carburant, investir dans le solaire ou l'éolien. Ces choix, jadis secondaires, deviennent aujourd'hui décisifs lorsque les réseaux s'effondrent. En France, lors des grandes tempêtes de l'hiver 1999, des milliers de foyers se sont retrouvés privés d'électricité pendant plusieurs semaines. Les seuls qui ont pu traverser la crise sans trop de dommages étaient ceux qui avaient anticipé. Stock de bois, batteries, réchaud, radio à pile. Ce sont des gestes simples, mais qui sauvent littéralement la vie en cas de rupture des grands réseaux. Renforcer les solidarités locales s'impose comme une urgence. L'accès aux soins, à l'eau potable ou à la nourriture ne peut plus reposer uniquement sur un système centralisé fragile. S'organiser en groupe d'entraide, partager les stocks, apprendre à coopérer. Ces réflexes forgent une résilience qui peut sauver des vies quand tout vacille. On l'a vu lors de la pandémie de Covid-19, où de nombreux quartiers, villages ou villes ont mis en place des réseaux de distribution alimentaire, de garde d'enfants ou d'aide aux personnes isolées. Les sociétés qui ont su mobiliser ces ressources locales ont mieux résisté au choc que celles laissées seules face à la crise. L'économie locale doit aussi anticiper les ruptures. Gérer l'incertitude, c'est planifier des jours sans électricité, sans transport, sans livraison. Adapter sa production, stocker l'essentiel, s'appuyer sur des fournisseurs de proximité. Chaque initiative élargit la marge de manœuvre collective. Dans l'Italie des années 40, alors que les bombardements alliés paralysaient les lignes ferroviaires, de nombreuses entreprises se sont tournées vers des artisans locaux pour fabriquer pièces détachées et outils. Cette capacité à rebondir, à improviser,
a permis à certaines régions de limiter les dégâts, de continuer à fonctionner quand les grands circuits étaient coupés. Mais il ne s'agit pas que d'équipements. L'information et la solidarité sont aussi des armes. Savoir distinguer les sources fiables, déjouer les rumeurs, mettre en place des relais alternatifs en cas de coupure d'Internet ou de téléphonie. Cela peut prévenir la panique et maintenir la cohésion. À Varsovie, pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance polonaise avait créé un réseau de journaux clandestins, de radios pirates, de messagers à pied. Ce sont ces relais d'information qui ont permis de garder espoir, de coordonner les secours, de résister à l'isolement imposé par l'occupant. Soutenir les circuits courts et les commerces du voisinage, c'est préparer l'avenir immédiat. Il faut des plans d'urgence simples mais robustes, écrits, transmis, compris de tous. Parfois, une carte papier ou une chaîne de contact suffit à garder le lien et à organiser les secours. À Fukushima, après le tsunami de 2011, c'est la connaissance des plans d'évacuation, des points de rassemblement, des protocoles d'urgence qui a permis de sauver des milliers de personnes. Ce sont souvent les gestes appris, les exercices collectifs, qui font la différence au moment critique. Enfin, il faut interroger notre dépendance à l'aide extérieure. Plus une communauté cultive son autonomie, moins elle subit les chocs venus de l'extérieur. Cela ne signifie pas s'isoler, mais développer des compétences, constituer des stocks, instaurer de nouveaux réflexes pour amortir chaque crise. En Suisse, la tradition du stock de réserve, chaque foyer devant disposer de plusieurs jours d'eau, de nourriture et de médicaments, a permis à la population de traverser de multiples crises sans basculer dans la panique. Ce sont des pratiques que d'autres nations pourraient utilement reprendre à leur compte. Négliger ces leçons, c'est s'exposer de plein fouet à la prochaine secousse, qu'elle soit militaire, énergétique ou sociale. La guerre hybride ne laisse aucune sphère intacte. Seule une préparation lucide, collective et individuelle peut limiter les dégâts. La réelle question n'est pas si une nouvelle crise éclatera, mais comment s'y préparer dès aujourd'hui. Mais l'adaptation individuelle ne suffit pas. C'est à l'échelle d'une société entière que le défi doit être relevé si l'on veut éviter l'effondrement. La guerre moderne bouleverse nos certitudes et redéfinit la notion même de sécurité. Elle ne se joue plus seulement sur des champs de bataille lointains. Elle s'invite dans chaque foyer, chaque quartier, chaque entreprise. Désormais, chaque centrale électrique, chaque usine ou ligne Internet devient une cible potentielle. Quand la lumière s'éteint, ce ne sont pas que les soldats qui reculent, mais tout un peuple qui vacille dans le noir de l'incertitude. L'épuisement des ressources, les ruptures d'approvisionnement et la fragilité énergétique sont devenus des armes silencieuses. Une panne, une pénurie, et c'est la panique. L'économie s'arrête, la société s'effrite, des millions de vies basculent en un instant. Ceux qui croient encore être à l'abri parce qu'ils sont loin du front se trompent lourdement. Dans ce nouveau conflit, la frontière entre l'arrière et l'avant n'existe plus. L'inaction d'aujourd'hui risque de coûter demain bien plus que du confort. La stabilité, la sécurité, l'avenir même de chacun sont en jeu. Dans un monde où chaque infrastructure est une ligne de front invisible, plus aucun sanctuaire n'existe. Chaque citoyen, chaque entreprise, chaque communauté est déjà impliqué, qu'il le veuille ou non. Alors, comment réagir ? Se préparer, c'est déjà résister. Diversifier ses sources d'énergie, renforcer ses réseaux, s'informer, chaque geste compte. L'histoire ne se décide pas seulement à coups de canon, elle appartient à ceux qui anticipent. La passivité coûte cher. Seules les sociétés capables de réagir avant la tempête traversent la crise sans sombrer. Posez-vous la question. Si tout s'arrêtait cette nuit, seriez-vous prêt ? La guerre moderne fait de chacun de nous un acteur ou une victime. À vous de choisir avant qu'il ne soit trop tard. Pour aller plus loin, voici quelques étapes concrètes à mettre en œuvre dès maintenant. 1. Faites l'inventaire de vos besoins essentiels. Eau, alimentation, chauffage, médicaments. Constituez une réserve suffisante pour tenir au moins 7 jours en autonomie. 2. Identifiez les personnes vulnérables dans votre entourage. Personnes âgées, enfants, malades. Prévoyez un plan pour leur venir en aide en cas de crise. 3.
Informez-vous régulièrement auprès de sources fiables. Abonnez-vous à des bulletins d'alerte, participez à des exercices de sécurité civile. 4. Établissez une liste de contacts d'urgence, voisins, familles, services publics, et partagez-la avec tous les membres du foyer. 5. Investissez dans des solutions alternatives d'énergie, même modestes, batteries solaires, lampes à dynamo, poêles à bois. 6. Participez à la vie de votre quartier, de votre commune. Rejoignez ou créez un réseau d'entraide, échangez des compétences, mutualisez les ressources. 7. Conservez toujours une copie papier de vos documents importants, des plans d'évacuation et des instructions de sécurité. Enfin, surtout, gardez à l'esprit que la véritable force d'une société ne réside pas seulement dans ses armes ou ses infrastructures, mais dans la capacité de ses membres à s'unir, à s'adapter, à faire preuve de solidarité et de courage. L'histoire l'a prouvé maintes fois, ce sont les sociétés qui anticipent, qui se préparent ensemble, qui traversent le mieux les tempêtes les plus violentes. Alors, serez-vous prêt à écrire ce nouveau chapitre, à agir, à prévenir plutôt qu'à subir? La prochaine crise n'attend pas. C'est aujourd'hui, dans chaque geste, chaque choix, chaque solidarité, que se construit la résilience de demain.